Bonjour, eh bien nous revoilà. Je crois que certains se sont inquiétés hier de ne pas nous voir arriver le jeudi habituel. Quelques impondérables, quelques impératifs qu'il n'était pas possible de différer ont fait que nous réalisons cette vidéo aujourd'hui. Elle est enregistrée, donc on est vendredi et elle sera mise en ligne vendredi aussi. J'y veillerai. Alors, quelques petites observations préalables, comme d'habitude, l'approbation, les soutiens, les partages, la participation à la cagnotte, qui est quelque chose d'important et de précieux hein, pour le maintien matériel de cette petite chaîne. Ça fait partie désormais de cette routine. On est à 12 000, un peu plus de 12 000 abonnés. Nos vidéos feront entre 30 000 jusqu'à 70 000 avec Jacques Beau, par exemple, et on est monté autour de 50 000 sur d'autres. Enfin, de toute façon, c'est dans ces zones-là. J'aimerais bien qu'on progresse. J'aimerais bien qu'on progresse quand je vois que Monsieur Titelman, dont on parle un peu plus loin, doit avoir 350 000 abonnés, mais il est là depuis longtemps et puis il parlait d'autre chose. Hein. Mais voilà, on a vraiment besoin de votre soutien pour faire ce travail de réinformation. À toi, Sylvain, concernant quelques petites informations. Pareil, hein, donc n'hésitez pas à venir sur Veille Stratégique pour patienter quand des fois on a un petit décalage dans le temps pour vous informer au quotidien. Hein. Je regardais un peu au niveau des publications moyennes. On est presque à 5 publications par jour. Hein. Donc ce ne sont pas nos textes, hein, je le rappelle, ce sont des textes ou des vidéos qu'on récupère ailleurs, bon, globalement sur les réseaux russes et ukrainiens en ce moment, hein, depuis un an. On récupère des choses de telle sorte à ce que ce soit complémentaire de ce que vous êtes obligé de subir à la télévision ou dans les grands médias occidentaux. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous livrer, ne cherchez pas des informations que vous pourriez trouver à la télé, on ne vous les donnera pas à nouveau. On va vous donner des choses que vous ne pouvez jamais voir ou très rarement. Et voilà, et surtout que ce soit sur le blog lui-même, hein, il y a le lien dans la description ou sur la page Facebook, partagez, partagez et partagez encore parce qu'il n'y a que ça qui permet de contourner les barrières que l'algorithme, soit de Facebook, soit de YouTube, va placer sur notre chemin. Voilà. Alors, je- donc Mariupol, encore une fois, alors je me rends compte depuis 2 jours qu'il va falloir que je fasse une deuxième édition, hein, puisqu'il y a des révélations qui ont été faites sur la fin de la bataille, notamment des négociations entre divers acteurs de part et d'autre des deux camps. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra dans une vidéo, ce que ces infos peuvent nous dire. Donc le livre est donc toujours disponible dans sa version papier pour son deuxième tirage. Et puis j'adresse un petit message comme ça, une bouteille à la mer. On nous a informé en début de semaine, et puis j'en ai fait l'acquisition, que donc le magazine Omerta, son numéro 1, avait fait la recension de mon livre. Alors ça partait d'une bonne intention, sauf que je ne sais pas qui s'en est chargé. Hein, j'espère que ce pas les mêmes stagiaires qu'à BFM, parce que le livre a été attribué à notre ami Jacques Beau. Alors je suis très content que ce soit à lui plutôt qu'à un autre. Hein, on Oui, va être clair. ça aurait été à Yakovlev, ça aurait été Voilà, franchement ça aurait désagréable. été beaucoup plus problématique. Voilà, on leur a adressé par les seuls canaux qui sont disponibles, à savoir le mail et leur page Facebook via Messenger, une demande de rectificatif. Depuis lundi, on n'a aucune nouvelle. Alors, si certains d'entre vous ont des moyens de les connaître ou s'ils regardent cette vidéo, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour publier ce rectificatif, parce que bon, en plus, vous avez mal orthographié le nom de mon éditeur, etc. Enfin bref, c'est pas très glorieux en termes de sérieux journalistique. Voilà, donc je me permettais de faire cette petite annonce au milieu de nos annonces habituelles. Voilà. Bon, alors, ces choses-là étant dites, maintenant, on va passer au cœur du sujet, le militaire. On va commencer par le militaire. On va se tourner vers Sylvain et on va lui demander de nous parler de l'actualité. Que se passe-t-il sur le front? Alors, on va tout de suite aller à la carte. On va commencer par ça. On fera une discussion analytique ensuite, hein, parce que c'est plus intéressant de le faire dans cet ordre-là.
Donc aujourd'hui, bien évidemment, ce qui concerne l'information matin, midi et soir, depuis plus d'une semaine, même 15 jours maintenant, c'est Bakhmout. Alors avant de s'y repencher, on va revenir sur le reste du front. Donc dans le secteur de Kherson, on a toujours une intense activité, hein, le long de la rive au niveau des tirs de contre-batterie et des tirs d'artillerie ukrainiens et russes. Hein, il y a beaucoup d'actions de cette nature, mais c'est les seules opérations qu'on enregistre depuis maintenant 3 semaines. Hein. On n'a pas enregistré de nouveau des tentatives de franchissement par des saboteurs ou ce genre de choses. Par contre, on voit passer pas mal de vidéos concernant les services du FSB russe qui continuent de traquer ce que les Ukrainiens appellent des résistants ou des réseaux dormants dans l'ensemble du secteur, à la fois donc du sud du Dniepr, mais aussi en Crimée, où semble-t-il on a pas mal de saboteurs qui se font repérer et arrêter en possession de matériel prêt à commettre des attentats ou ce genre de choses. Ensuite, quand on va vers le secteur de Zaporizhia, c'est pareil, toujours beaucoup de bombardements, hein, autour notamment d'Orikiv ici, mais toujours pas d'action au sol. Il faut aller jusqu'à Ougledar ici pour qu'on ait à nouveau, hein, la petite Kalachnikov ici nous dit qu'il y a eu des combats récemment. Ils sont de moindre intensité que ceux auxquels on a assisté mi-février, mais semble-t-il, notamment côté ukrainien, on a des tentatives de contre-attaque locale pour chasser les Russes de cette partie-ci, hein, qui est la zone résidentielle pour laquelle il y a eu des combats assez dantesques. Mi-février, on a publié, enfin on a partagé l'analyse d'History Legends sur cette bataille la semaine dernière sur Veille stratégique. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle permet de comprendre pourquoi les Russes ont essuyé un échec tactique ici. Et je le précise, un échec tactique uniquement qui ne remet pas en cause les opérations à plus grande échelle. Ensuite, en remontant sur le front, on arrive ici à Marinka où c'est pareil, hein, on a toujours beaucoup d'activités, mais très statiques. Il semble que donc les Russes aient décidé non plus de prendre la ville, enfin la partie ouest de la ville par un assaut direct. Ils se sont reportés sur les flancs et notamment sur le flanc sud ici pour, comme un peu partout ailleurs sur le front, faire des encerclements plutôt que des assauts frontaux. Et c'est pareil, on voit qu'ici, ils tentent exactement la même chose pour finir par couper l'ouest de Marinka du reste du front et ainsi obtenir sa chute. Alors, ça se joue également dans le secteur le plus fortifié du Donbass, qui est Avdiivka, ici, hein, où là, les Russes, alors la carte ici n'est pas à jour par rapport à ce qui s'est passé hier, hein, les Russes aujourd'hui ont franchi cette route et se trouvent maintenant dans cette zone à l'ouest de cet axe routier nord-sud. Et ici, on a aussi une attaque vers Sieverne afin d'obtenir un encerclement au moins opérationnel et peut-être tactique d'Avdiivka. La grande nouveauté au niveau des combats, la petite bombe ici l'illustre parfaitement, c'est que vraisemblablement, depuis une dizaine de jours, les forces russes qui sont en action sont soutenues par l'action des bombardiers des forces aériennes et spatiales russes qui emploient des bombes qui ont été modifiées, hein, des bombes de 500 kg, 1 tonne 5, qui ont été modifiés, qui ont un nouveau système de guidage et qui permet donc de frapper la majorité des grandes fortifications qui ont été installées ici par les Ukrainiens depuis maintenant plus de 9 ans même, ça va bientôt faire 9 ans que ça a commencé. Et donc, on a vu quelques images assez spectaculaires de ces bombardements, soit de nuit, soit en plein jour. J'en ai encore vu passer une ce matin sur Telegram. Donc, on pourrait simultanément à ce qui se passe sur Bakhmout, assister dans les jours qui viennent
si notamment le village de Krasnoarivka ici tombe, hein, les Russes l'attaquent depuis maintenant 48 heures, on pourrait assister au moins à un encerclement opérationnel d'Avdiivka, ce qui poserait à terme de gros problèmes à l'armée ukrainienne parce que soutenir le chaudron de Bakhmout, c'est un énorme problème aujourd'hui. En soutenir un second Avdiivka, ça risque d'être une trop grosse tension sur leurs moyens logistiques et humains. Alors ensuite, on remonte le front, on passe au-dessus de Toretsk, hein, et puis on arrive donc au sud de Bakhmout. Donc Bakhmout est dans un encerclement opérationnel là, maintenant depuis la semaine dernière. La carte a été à peu près mise à jour. Toute la rive orientale est donc maintenant sous le contrôle de Wagner, comme ils l'ont annoncé vendredi dernier. Et depuis ce matin, on sait que là où se trouve la bombe, là, on a une pénétration de Wagner dans l'ensemble de ce secteur qui est désormais passé sous leur contrôle. Et les Wagnériens sont rentrés dans l'usine Azom, hein, qui est un complexe industriel assez important et dans lequel ils occuperaient toute la partie nord et continuerait de combattre pour s'en emparer. D'après ce qu'il laisse entendre, ça ne va pas se faire en une journée. Ici, j'attire l'attention sur le fait qu'on a un des ponts qui avait été détruit par... vous voyez, ici, il y avait un réservoir avec une écluse, un pont, etc. Donc, les Ukrainiens avaient tout fait sauter pour que le réservoir inonde le reste du secteur ici, pour entraver la marche des Wagner vers le sud. Et donc, ils ont, semble-t-il, établi un pont avec le génie pour pouvoir à nouveau faire traverser leurs hommes, leur matériel, évacuer les blessés, etc. Et l'autre route par laquelle on les voit de temps en temps sur les vidéos, c'est toujours celle qui est ici, là, la H32. Alors, une fois encore, la zone qui est occupée par Wagner s'étend un petit peu ici, là, dans la zone boisée. On a eu une contre-attaque ukrainienne dans ce secteur ce matin ou hier. Alors, on ne sait pas exactement où elle en est, si elle a été arrêtée là, si elle a réussi à progresser un petit peu. Mais en tout cas, c'est pareil. Ici, jusqu'à la bombe, tout le secteur qui est là est maintenant sous le contrôle de Wagner. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie occupation du terrain. En ce qui concerne la tactique, aujourd'hui, Bakhmout, c'est ni plus ni moins un chaudron, hein. On a vu les vidéos du secteur, tout est boueux, les routes sont dans un état déplorable, les véhicules s'embourbent tout seuls, ça offre des cibles pour l'artillerie russe, enfin c'est du tir au pigeon, et donc la translation vers l'intérieur ou l'extérieur de la ville est extrêmement compliquée et hasardeuse, parce que si vous vous retrouvez embourbé dans un champ et repéré par les drones d'observation de l'artillerie russe, vos chances de survie sont assez faibles. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect stratégique et opérationnel, hein. Là, je vous donne juste les éléments concernant l'occupation du terrain. On sait que les Russes sont à la manœuvre ici pour étendre leur influence sur Bodanivka, parce que ça leur permettrait d'atteindre Chassovyar, hein, qui est un des premiers points de contrôle sur le front pour tout ce qui est logistique, prise en charge des blessés. Et donc, si les Russes arrivent à prendre en plus cette localité-là, le transit par la route ici sera lui aussi très, très compromis. Voilà. Et on sait que depuis 2 jours, ils ont étendu leur contrôle sur le village. C'est Dubo-Vassilievka qui est ici. Voilà. Donc, l'essentiel des combats se déroule bien sûr pour Bakhmout. Ensuite, quand on remonte vers le nord, on voit qu'il y a une activité d'artillerie, hein, toujours, mais on n'a pas d'attaque terrestre puissante jusqu'à ce qu'on remonte, y compris jusqu'à Kupiansk. Hein, sur tout le secteur Kupiansk-Kremena, c'est assez calme, entre guillemets, au niveau des opérations au sol. On voit qu'il y a beaucoup d'activités d'artillerie. Mais là encore, la météo est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on est sur une phase de redoux qui a été un peu prématurée par rapport à d'autres années et on est sur un terrain qui est complètement englué de boue et qui ne permet pas de mener des opérations rapides ou ce genre de choses. Donc on a de l'escarmouche, du bombardement, mais rien de plus important pour le moment.
Voilà ce qu'on peut dire à partir de la carte. Alors, je vais la laisser afficher pour parler de Bakhmout et faire l'analyse qu'on a de Bakhmout, parce que c'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui dans la communication, aussi bien ici que du côté russe. Alors, côté russe, on va tout de suite parler du jeu auquel se prête Yevgeny Prigojine au sujet de Wagner. Hein, toutes les semaines, il nous fait le coup. Il vient à la télévision, il prend la parole, il se fait filmer. S'il vous plaît, j'ai pas assez de munitions, mes hommes se font tuer, etc. Donnez-nous des munitions. Alors l'autre jour, il a même franchi un cap en disant si Wagner n'était pas là, le front s'effondrerait. Enfin, bon, c'est voilà, il est dans un cinéma qui est à mon avis très bien huilé, très bien entendu. Ce qui est tout à fait dommage, c'est la façon dont ici on y fait attention. Alors non pas qu'il ne faille pas y faire attention, mais on prend tout au pied de la lettre. Alors ça, je ne sais pas comment les gens font. Hein, surtout qu'il nous a fait le coup déjà 3 fois hein, avec les histoires de munitions, les histoires de Wagner est indispensable. La première fois, pourquoi pas. La deuxième et la troisième fois, si on est encore assez idiot pour le prendre à ce jeu-là, je sais pas où on va. Toujours est-il qu'à chaque fois qu'il nous fait le coup, dans les 48 heures qui suivent, ses troupes font des bonds de terrain très, très significatifs. Donc voilà, c'est dire le sérieux de Prigojine dans cette phase-là de sa communication, je le précise. Pour rappel, hein, on a les Wagner qui sont à l'œuvre au nord de Bakhmout, à l'est de Bakhmout, sur une partie sud ici entre la voie ferrée et la rivière Bakhmouta, mais tout ce qui se trouve dans ce secteur ici depuis Klishivka jusqu'à la route 32, c'est la brigade de la 76e division aéroportée de la garde qui est en action dans cette zone. Hein. Donc, ce n'est pas que Wagner qui s'occupe d'encercler Bakhmout. Donc, on nous a dit pendant des mois sur les télés occidentales, hein, je dis des mois parce que ça fait depuis le mois de janvier que l'attaque de Bakhmout a repris, on va dire, le devant de la scène, enfin fin décembre, début janvier. On nous dit c'est pas important, c'est pas grave, ça peut tomber, on s'en fiche, c'est symbolique. Alors on a encore l'ineffable. Je t'interromps une seconde. Jean-Dominique Mercier, oh ben c'est tout petit. Hein, Oui, il est comme Cédric Masse. Hein, ils prennent des chaînes d'arpenteurs hein, et ils disent, regardez, ils ont occupé un tout petit territoire. La guerre, effectivement, se fait non pas avec des armes, mais avec des chaînes d'arpenteurs. Donc, c'est c'est d'abord, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs défenses communicationnelles hein, concernant ce qui se passe à ah Bakhmout. oui, La oui. première, c'est tout petit. Voilà, c'est une Et toute les Russes petite sont ville. inefficaces parce qu'ils ont pris du tout petit. Et Voilà, il c'est leur a ça. fallu du temps. C'est une toute petite ville de plus de 70 000 habitants avant la guerre. C'est un des 3 nœuds de défense fortifiés du Nord Donbass, mais ça n'a aucun intérêt. Alors, moi, vous avez toutes les vidéos qu'on fait depuis le mois de juillet. Depuis que Severodonetsk et Lysychansk sont tombés, je n'arrête pas de le répéter. Bakhmout, Soledar, Seversk sont les 3 verrous de la porte nord du Donbass. Voilà. Donc à partir du moment où vous les faites sauter, et notamment si vous en faites sauter 2 sur 3, la porte risque de tomber et vous allez pouvoir vous engouffrer derrière elle. Alors, hein, je rappelle, je vais agrandir un petit peu ici. Voilà, vous avez Seversk qui est au nord, donc qui pour le moment n'a jamais été attaqué par les Russes. Vous avez Soledar qui est ici et qui est tombé donc au mois de janvier, si je dis pas de bêtises, entre les mains de Wagner. Et maintenant, vous avez Bakhmout. Pourquoi c'est la porte? Parce que au-delà de la rivière Bakhmouta, hein, qui court sur un axe nord-sud ici, ben, vous voyez, vous n'avez plus de grandes agglomérations, vous n'avez plus de grands obstacles naturels, très peu de forêts, etc. Et vous débouchez très rapidement sur Slaviansk et Kramatorsk, qui, pour le coup, là, sont 2 villes qui sont fortifiées sur le même modèle que Bakhmut, Soledar et Seversk. Hein. Là, c'est vraiment de gros morceaux qu'il faudra, là encore, probablement, si on en reste au rapport de force actuel, conquérir
de haute lutte et probablement avec un temps assez important. C'est pour ça d'ailleurs, je le rappelle, tente depuis Crémina d'avancer vers Liman pour pouvoir encercler ici. Hein, c'était tout l'intérêt de tenir Izium, hein, qui se trouve ici autrefois. Hein. Vous voyez ici la zone qui est en foncé, c'est l'ancienne zone occupée par les Russes jusqu'au mois de septembre-octobre. Si les Russes étaient encore à Izium, ils avaient donc la possibilité de descendre par l'ouest de Seversk, de Sloviansk pardon, et Kramatorsk, et d'en faciliter l'encerclement. Aujourd'hui, c'est plus possible, donc c'est pour ça que les Russes tentent une approche par Liman qui pourrait leur permettre de refaire un encerclement par l'ouest, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils auront cassé les défenses sur ce secteur Bakhmout, Soledar, Seversk, il faudra à nouveau attaquer un autre grand secteur fortifié. Donc, si on peut l'attaquer par deux côtés, ce sera toujours beaucoup plus simple, et surtout si par l'un de ces côtés, on peut couper toute sa logistique le plus rapidement possible. Alors, on n'en est pas là, mais voilà pourquoi Bakhmout est une ville d'importance stratégique en soi. Hein, sinon, les Ukrainiens n'auraient pas pris le pli tout au long du printemps dernier de la fortifier à chaque fois que les Russes se rapprochaient de Popasna, hein, qui est la rampe de lancement qui a permis ici, hein, Popasna est ici, la chute de Popasna était la rampe de lancement pour faire sauter Lysychansk et Severodonetsk ici, hein, en les encerclant par le sud, et la rampe de lancement de l'attaque vers l'ouest. Donc les Ukrainiens ont pris leurs responsabilités, ont fortifié tout ça. Vous le voyez également, hein, il y a des axes routiers très importants. Alors, il y en a déjà un, la M3, qui est sous le contrôle des Russes, mais vous avez la H32 ici, qui n'est pas encore sous le contrôle des Russes. Et puis, vous avez quand même donc deux voies ferrées qui viennent se rejoindre ici. Donc, pour l'acheminement de la logistique russe pour le prochain bond vers l'ouest, il est impératif de prendre Bakhmout, et donc il est impératif pour les Ukrainiens de les en empêcher. Ah oui, non, mais Sylvain, moi, je vais avoir une question importante à te poser, puisque oui. effectivement, nous avons nos experts qui sont venus sur les plateaux, y compris que le colonel Goyafi qui est allé au Petit Journal, enfin non, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Oui, Yann chez Yann Barthès. Barthès, Hein, tu vas nous en dire un petit mot. Donc, il nous disait deux choses. Parce que quand il était question du retrait des forces ukrainiennes, quand il était question des difficultés militaires auxquelles elles étaient confrontées, ils nous ont dit donc, c'est tout petit, hein, et ils sont nuls parce ils mettent un temps fou à récupérer un peu de terrain. Et puis, et c'est le sens de ma question, qu'est-ce que j'entends? J'entends que Zelensky dit on ne va pas sortir, c'est décisif. D'autres communicants disent Bakhmout est très important. Donc, est-ce que de poutinolâtre que tu es, puisqu'on te qualifie comme tel, tu es devenu Zelensky-dolâtre, c'est-à-dire que tu as changé de bord, hein, en reprenant le narratif contre les grands experts, Goyafi, Merchet, Cédric Mass, hein, est-ce que tu es désormais un propagandiste de l'Ukraine? Non, je ne suis pas un propagandiste ukrainien, je ne suis pas un propagandiste russe. J'analyse, au vu de mes connaissances en histoire militaire et sur l'art de la guerre, les choses. Je rappelle que tu as oublié un Attends, je élément. t'interromps à nouveau. Donc, ce que tu viens de me dire, c'est que Goyafi, Mass, Merchet sont des pitres, alors. Ah oui, ah bah oui, Ah oui, bon, ben oui, voilà. oui, oui, ça fait un moment qu'on l'explique aux gens. C'est un nouvel exemple pour appuyer nos thèses. Tu as oublié un élément qui est très important et qui va appuyer beaucoup la démonstration, enfin la suite de ma démonstration, c'est qu'on nous a aussi servi l'idée selon laquelle Bakhmout est un piège Oui, ukrainien tendu à Wagner. Alors, faut être précis parce que c'est pas tendu à Wagner, parce que les journalistes, ils sont un peu bêtes. Quand ils veulent, ils écoutent Prigogine comme si c'était le bon Dieu. Puis il y a d'autres fois, ils écoutent pas même ce qu'est Prigogine, c'est-à-dire le chef de Wagner. Ils nous disent les Russes, les Russes, les Russes, les Russes. Alors, comme je viens de le préciser, et contrairement à ce que dit Prigogine pour faire sa pub, il n'y a pas que Wagner à Bakhmut, il y a aussi les paras au sud, mais
globalement, les gens qui s'useraient, si on écoutait les grands experts que tu as nommés, les gens qui s'useraient à Bakhmout côté russe, ce sont les gens de Wagner, c'est pas l'armée russe. C'est-à-dire que toutes les pertes qu'ils imputent aux Russes, c'est à Wagner qu'ils les imputent, parce que si on les écoute, l'armée russe, elle n'est pas là. Alors ils disent les Russes, mais c'est Wagner. Alors bon, c'est très compliqué dans leur tête, on comprend la schizophrénie qui les grignote de loin en loin à mesure que le conflit se déroule sous nos yeux. Donc, ils nous ont servi que pour essayer de comprendre pourquoi les Ukrainiens s'accrochaient à la ville. C'était un piège tendu aux Russes pour entraîner une attrition de leur part. Et puis, que de l'autre côté, alors maintenant, ça c'est ce que nous a dit Goyafi chez Yann Barthès, hein, une émission réputée pour sa qualité d'analyse en histoire militaire et en conflit contemporain, est venu nous dire, ah non, attention, et là il a raison, c'est aussi une raison, c'est que le nombre de morts qu'on investit sur un point du champ de bataille finit par lui donner une valeur. Alors ça, nous Français, hein, et toi en particulier, nous savons ce que ça signifie avec Verdun. Hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la finalité, selon moi, c'est que Bakhmout n'est pas un... Alors, ça peut avoir été pensé par les Ukrainiens comme un moyen, effectivement, d'attirer Wagner vers la ville, de les contraindre à attaquer la ville, du fort au faible, peut-être pas, parce que le rapport de force, pour moi, aujourd'hui, il est de 3 contre 2 en faveur des Russes. C'est-à-dire qu'on est loin des standards fournis par les manuels de l'OTAN, hein, qui recommandent d'être plutôt à 3 contre 1, hein, et si possible à 5 contre 1. Voilà. Donc, encore une fois, si les Russes prennent la ville, j'écrirai encore un livre pour dire qu'en termes de guerre urbaine, ils sont capables de faire beaucoup mieux que les armées de l'OTAN à Mossoul, ou en tout cas les armées de supplétifs aux ordres de l'OTAN qui ont été employées à Mossoul. Et donc, pour moi, Bakhmout, aujourd'hui, on est un peu dans une problématique qui va parler au public français, qui est celle de Dien Bien Phu. C'est-à-dire que effectivement, je conçois que le commandement ukrainien se soit dit on va créer un point de fixation et on va, comme l'a fait l'état-major français en Indochine, on va créer un point de fixation à Bakhmout qui va attirer les Russes et on va les hacher. Alors, on sait tous comment ça s'est terminé à Dien Bien Phu, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois et demi de résistance héroïque de la part de l'élite de notre armée, aussi bien métropolitaine que coloniale, et de la Légion étrangère, on a fini par se retrouver dans une des défaites les plus cuisantes de l'histoire militaire française au XXe siècle. Et que là, les Ukrainiens sont au bord de vivre la même chose. Parce que là encore aujourd'hui, alors c'est le narratif, il ne cesse d'évoluer. LCI à midi nous présente des vidéos, enfin, j'invite les gens à regarder les archives de veille stratégique, il nous présente enfin des soldats ukrainiens qui disent on est abandonné, on n'a plus que nos fusils mitrailleurs, on n'a jamais vu la couleur des armes lourdes, on ne sait pas où est notre artillerie et on ne sait même pas où sont nos chefs. Je rappelle que sur Veille stratégique, nous partageons depuis juillet des vidéos de cette nature qui ont été tournées par les Ukrainiens eux-mêmes partout sur le front, partout, partout, partout. On avait même eu une vidéo où des gars qui avaient fait ça avaient été mis à l'arrière par le SBU, on leur avait enlevé leurs armes et leurs gourdes, tout ce qu'ils avaient pour leur entretien personnel, et on les avait abandonnés en plein champ. La vidéo est toujours, enfin, en tout cas, le lien est toujours sur Veille stratégique. Je ne sais pas si la vidéo est encore en ligne sur les réseaux Telegram, mais en tout cas, nous, on l'avait mise en avant parce que c'était vraiment le côté d'une grande partie, notamment des nouveaux arrivants sur le front des unités territoriales ukrainiennes. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer à Bakhmout, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le piège qui se retourne contre celui qui l'aurait mis en place et que malheureusement, l'armée ukrainienne va être obligée soit de lâcher prise, soit d'être détruite, et je pense que les Russes n'encercleront jamais Bakhmout. Je pense que ça ne les intéresse pas. Le corridor qui est ici est très intéressant pour eux. On l'a dit tout à l'heure, 2 pauvres routes, la boue, une rivière à franchir avec un pont du génie qui peut être détruit par un coup au but très rapidement. Et donc tout ça, là, ça offre à l'artillerie russe le moyen de moudre, comme l'a promis Surovikin, toutes les troupes ukrainiennes qui vont tenter de sortir ou de rentrer dans la ville.
Je Donc, voudrais, je voudrais dire un petit quelque chose sur la question des pertes. Euh, je reviens à ce que j'entendais, c'était Merchet, je regarde pas beaucoup les chaînes d'infos, mais quelquefois on a des extraits peut-être par Twitter, etc. Et donc je regardais Merchet qui commençait à être assez gêné sur la décision de Zelensky de garder Bakhmout, alors qu'il avait dit que ça servait à rien et que les Ukrainiens allaient partir. C'est que il dit voilà, les pertes c'est 1 à 5, c'est-à-dire que pour un Ukrainien tué, il y a 5 Russes, ce qui est totalement contraire à tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui, toutes les informations indépendantes et qui pose un problème qui est celui de 80% des tués le sont par l'artillerie, et que l'artillerie russe et wagnérienne, c'est un rapport de 1 à 10 vis-à-vis des tubes dont disposent les Ukrainiens. Alors, je crois que effectivement, on s'aperçoit, mais depuis le début, on s'aperçoit d'inversion de temps en temps. On prend une réalité qui est à peu près établie, à peu près prouvée, et on l'inverse. Et donc là, c'était effectivement le soi-disant le piège. Alors, il y a un général Perruche aussi, qui est venu dire sur les plateaux, ça c'est un ami de Sylvain. Le On en général a parlé Perruche. entre nous. Le Mais il général va nous parler Perruche. du Alors, général Perruche. Tiens. on a dit qu'on n'attaquait pas les noms de famille, mais il y a vraiment des fois. Enfin bref. Alors, le général Perruche, qui n'a pas lu mon livre sur Mariupol, donc déjà je lui en veux beaucoup, vient nous resservir la sauce qu'on nous avait racontée en son temps, donc il y a 1 an à propos de Mariupol. Les Russes, ils n'ont pris que quelques quartiers. Ça fait 7 mois, 8 mois que ça dure, nous dit-il, avec une espèce de morgue entendue dans la voix. Cette deuxième armée du monde, regardez-la, etc. Alors, je rappelle au général Perruche que les forces coalisées dirigées par la grande et puissante première armée du monde, celle des États-Unis d'Amérique, a mis plus d'1 an à liquider 10 000 djihadistes enfermés dans Mossoul. 10 000. La garnison aujourd'hui de Bakhmout est estimée à ce chiffre-là par certains experts. D'accord. Et les forces russes, Wagner inclus, qui attaquent cette ville, sont aux alentours de 25 à 30 000 en fonction des estimations qu'on peut faire des forces de Wagner. Pour attaquer Mossoul, les forces de la coalition dirigées par cette puissante et grande première armée du monde, qu'est l'armée américaine, avaient rassemblé 110 000 supplétifs d'origine irakienne ou kurde pour faire le sale boulot à leur place sur le terrain et laisser les Alliés s'occuper des tâches nobles, des tirs d'artillerie et de l'appui aérien. Donc, le général Perruche ferait mieux de relire les textes qui ont été écrits, y compris par les Américains et que je cite dans mon livre sur Mariupol, avant de raconter que Wagner et les Russes sont, entre guillemets, excusez-moi l'expression, à la ramasse pour prendre Bakhmout. Encore une fois, aujourd'hui, et même si Bakhmout ne tombait que dans 2 ou 3 jours ou dans 2 semaines, le bilan en termes de capacité à mener un combat de haute intensité en milieu urbain contre une armée régulière, les Russes ont une longueur d'avance sur les armées occidentales, à commencer par l'armée des États-Unis d'Amérique. Je ne veux même pas comparer avec l'armée française. La décence m'oblige à me taire. Voilà. Alors dernier point sur les pertes. Dernier point sur cette histoire de pertes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué cet aspect sur les vidéos et je tiens à y revenir. Il y a 1 an à cette heure-ci, vous alliez sur Telegram, vous alliez sur YouTube, les soldats ukrainiens filmaient leur courage. Et on ne peut que le comprendre, de se dire, voilà, on est attaqué par une armée qui est bien plus équipée que nous, on a des moyens beaucoup plus légers mais mobiles, mais voilà, on va donc filmer notre défense héroïque de notre capitale, etc. Et donc, les réseaux étaient inondés de ces vidéos. On les surévaluait, bien évidemment, parce que ne voyant que celle-là, on pensait que toute la bataille qui se déroulait partout en Ukraine n'avait que ce parfum-là. Mais depuis le mois de mai-juin,
toutes ces vidéos ou des vidéos de ce type ont tendance à devenir très très rares, sinon inexistantes. Et en ce qui concerne Bakhmout, je n'en ai vu qu'une dizaine depuis l'automne dernier, depuis le début de l'automne, depuis que Wagner a décidé de relancer un assaut frontal sur la ville. Donc, pour moi, c'est clair, les Ukrainiens n'ont pas changé de méthode. Dès qu'ils font quelque chose de positif qui peut remonter le moral à la fois de leur armée et de leur population, dès qu'ils le peuvent, ils se filment. Et on a vu donc comme ça quelques scènes dans Bakhmout. Mais on n'en a pas vu autant que l'année dernière. On en a vu 100 fois moins, 1000 fois moins. Les Russes, eux, se filment très peu, hein, parce qu'ils ont des autorisations très limitées. Wagner un petit peu plus. Mais globalement, la majorité des vidéos de pertes que nous voyons sont filmées par les Russes et nous montrent globalement des cadavres ukrainiens. Donc il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de mentir aux populations ukrainiennes. Et puis, comme là, enfin, LCI aujourd'hui se met à le faire, ben voilà, les soldats ukrainiens, ils sont excédés. On nous expliquera où sont passées les fameuses armes lourdes qui étaient censées arriver jusqu'au front. On sait, on en reparlera tout à l'heure de ce qui se passe par rapport aux gros chars ou ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, sur les pertes, là encore, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Alors, on entend beaucoup du côté ukrainien et de leur relais chez nous, essentiellement, on parle beaucoup de la contre-offensive ukrainienne pour reprendre la Crimée. Alors, ça c'est normal, c'est de la communication de guerre. Hein. Moi, ça, j'en ferai sûrement pas le reproche aux Ukrainiens. Ils se battent comme ils peuvent, avec les armes dont ils disposent. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette possibilité? Alors, moi, je fais une première observation en disant si on a l'intention de lancer une contre-offensive, on ne va pas l'annoncer partout. Hein, ça me semble quand même un peu curieux. Deuxièmement, objectivement, à ce stade, même si c'est difficile, qu'est-ce qu'on peut penser de la possibilité de cette contre-offensive ukrainienne? Alors, la première chose, c'est que déjà, Bakhmout semble absorber, depuis le début de la semaine, 4 brigades retenues dans la réserve stratégique de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que au lieu de les laisser où elles sont en retrait du front, en train probablement de s'entraîner, de se réorganiser, de se rééquiper, ces 4 brigades ont été ou sont en cours d'acheminement vers le front de Bakhmout, peut-être même d'ailleurs, d'après ce que disent certains observateurs, pour lancer des contre-attaques locales pour desserrer l'étau autour de la ville. Je reste dubitatif, non pas sur la faisabilité de ces contre-attaques locales, mais sur leur capacité à véritablement obtenir le résultat, à savoir désencercler ou en tout cas desserrer l'étau autour de la ville. J'ai de forts doutes parce que le terrain autour de Bakhmout, qui est entre les mains des Russes, est plutôt favorable à la défense. Donc, je ne sais pas où ça peut aller. Ensuite, bah, si on prélève déjà ces 4 brigades pour les envoyer dès maintenant à Bakhmout, c'est-à-dire qu'elles étaient, à mon avis, mises de côté pour cette grande offensive annoncée vers la Crimée, cette grande offensive de printemps, enfin contre-offensive, on l'appellera comme on voudra. Ensuite, on nous annonce des chiffres selon lesquels on aurait probablement entre 40 et 60 000 Ukrainiens qui seraient à l'entraînement un peu partout en Europe de l'Ouest, ou en tout cas même à l'ouest de l'Ukraine, mais je pense que les centres d'entraînement sont plutôt déplacés loin des missiles russes. Hein. C'est plutôt une mesure de précaution de s'entraîner en Pologne plutôt qu'autour de Lemberg, enfin de Lviv. Et voilà, donc on nous dit 40, 60 000 hommes. Simplement, je rappelle ce qu'on nous a déjà dit la semaine dernière et qu'on vous avait donné comme information. Le nombre de chars lourds qui sera disponible en avril prochain, date à laquelle pourrait commencer cette contre-offensive, est de 50 exemplaires sur les 320 annoncés initialement. Et on ne sait pas à quel rythme arriveront les autres, les 270 autres. Donc, tant qu'on n'aura que 50 chars lourds supplémentaires à aligner, je ne vois pas comment on va faire une contre-offensive de grand style, et alors encore moins pour venir faire une percée dans les défenses russes. Je vais vous donner, je vais revenir à la carte un instant, hein, parce que quand on vous parle de la Crimée, il faut visualiser ce que veulent faire. Alors bon, on pourra rediscuter de l'aspect communication, mais l'idée des Ukrainiens qui avait d'abord été soulevée dans les offensives de fin d'été de l'automne, ce serait d'attaquer donc soit en direction de Mélitopol ici,
soit en direction de Berdiansk, soit en direction de Mariupol, pour couper les communications d'est en ouest vers la Crimée et vers la partie sud de l'oblast de Zaporijjia. Il faut comprendre que du Dniepr ici jusqu'à Ougledar, vous avez 4 lignes de fortifications défensives qui ont été installées par le génie de l'armée russe. 4 lignes étagées avec des réseaux de champs de mines, avec des fossés anti-chars, avec des positions aménagées pour l'artillerie, etc., etc. Les Russes, on le fêtera au mois de juillet, ont l'héritage des Soviétiques en main sur la défense anti-char en profondeur, ce que les Allemands appelaient le Pack Front pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont éprouvé avec succès à Kursk, ils l'ont rééprouvé près du lac Balaton en Hongrie en janvier-mars 1945. On n'est plus dans les capacités d'attaquer en termes de défense pour les Ukrainiens que celles qu'ils ont rencontrées à Kharkov au mois d'octobre. Hein. Ils ne vont pas rencontrer quelques miliciens de la République populaire de Lougansk qui sont disséminés dans les forêts avec des postes qui sont éloignés de parfois 800 mètres les uns des autres sans communication et dans lesquels il était facile de s'infiltrer. Enfin, entre lesquels, pardon, il était facile de s'infiltrer. Là, ce ne sera pas du tout le cas. Donc moi, je comprends l'idée du plan parce que il s'entend militairement que couper les communications terrestres et les limiter au pont de Kerch, ce serait un bel avantage pour les Ukrainiens. Mais la faisabilité d'une telle opération, à la fois en raison des défenses russes et des moyens ukrainiens, je ne vois pas comment ça peut déboucher sur quelque chose, surtout si en plus, donc dans l'intervalle, les brigades sont obligées d'être investies dans le champ de bataille prématurément parce que la situation se dégrade à Bakhmout ou ailleurs. N'oublions pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur Avdiivka. Alors, effectivement, cette contre-offensive apparaît plus comme une opération de communication, destinée peut-être aussi à ce que l'Ukraine ait une part d'initiative. Compte tenu de la façon dont on en parle, c'est répercuté en Occident, ça sera présenté comme probablement de grandes victoires, et à ce moment-là, ouvrir la voie à des négociations, parce que c'est clair qu'en Occident, pas en France, bien sûr, toujours comme d'habitude, hein, mais dans le monde anglo-saxon, il commence à y avoir pas mal de tirages. Hein. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire ça suffit. Hein. Il faut qu'on trouve une solution. Alors, j'ai entendu. Donc, tu disais qu'il y avait effectivement, il n'y aurait pas l'armement lourd qui serait indispensable à une telle contre-offensive. Et puis, il y a toujours l'idée d'une offensive russe ou d'une contre-offensive, si jamais cette contre-offensive ou cette offensive ukrainienne avait lieu, qui pourrait les mettre encore plus en difficulté, parce qu'il y a toujours ces réserves, cette mobilisation, cet armement lourd qui a été amené là, hein, dont on se demande est-ce qu'il va donner lieu à une offensive grande flèche? Il y a toujours les mêmes débats et les mêmes avis contradictoires. Hein, et alors, j'ai entendu des spécialistes anglo-saxons, américains, dire que sur le plan militaire de l'Ukraine, hein, malgré le soutien de l'OTAN, la partie serait probablement terminée pour le mois de juillet. Alors, je ne sais pas comment ils font leurs calculs, hein, c'est-à-dire que l'Ukraine ne serait plus en capacité de mettre en ligne un corps de bataille. Oui, alors c'est le gros problème dont personne ne veut parler. C'est-à-dire que là, on a des vidéos qui sont présentées enfin par LCI qui nous parlent de la lassitude des combattants à Bakhmout et de l'absence d'armes lourdes. Hein. Je maintiens toujours ce gros problème que tout le monde, dans les petits circuits des télégraphistes de l'OTAN, vient nous dire les Césars, les armes lourdes. Ben voilà, maintenant, vous ne pourrez plus nous dire que ce qu'on raconte, c'est de la propagande russe. Le soldat ukrainien se demande lui aussi où elles sont. Alors, je ne dis pas qu'elles sont à Moscou, mais je me demande où elles sont passées dans l'intervalle, comme le racontait le Britannique à l'automne dernier, là, dont on avait passé la vidéo. Donc, on a le problème du matériel lourd en provenance de l'Occident. On a le problème de l'usure du matériel actuel. Les Russes continuent, grâce à des tirs de contre-batterie très efficaces, à détruire à la fois les radars de contre-batterie ukrainiens et puis aussi à détruire, allez, on va dire par demi-douzaine chaque jour,
qui des M777 américains, qui les anciens, enfin les canons hérités de l'époque soviétique, etc. Donc on a en plus un déficit du matériel déjà fourni qui est lié aux combats eux-mêmes, plus l'usure. À midi, un général français rappelait sur LCI qu'au bout de 5000 coups, un tube de canon, bah, ça se change. Or, on le sait par l'expérience avec les Panzerhaubitze 2000 allemands automoteurs, que des tubes de rechange, on n'en dispose pas forcément pour toutes les pièces d'artillerie dont on parle. Donc voilà, la conjonction de l'usure des combattants d'un point de vue moral, de l'usure des matériels et des pertes qui s'accumulent va faire qu'effectivement, l'armée ukrainienne ne va pas pouvoir continuer d'opérer ce qu'on voit sur les vidéos de recrutement forcé des minorités ethniques roumaines, qui hongroises à l'ouest de l'Ukraine pour les envoyer se faire tuer pour un gouvernement qui, je le rappelais la semaine dernière, leur interdit dans la vie officielle l'usage de leur langue maternelle. Voilà. Donc, je pense que dire qu'au mois de juillet, les moyens vont manquer, ça paraît tout à fait envisageable. Alors, dernier point que je souhaiterais qu'on aborde concernant ce panorama militaire, c'est cette vidéo assez épouvantable de l'exécution d'un soldat, manifestement en uniforme, qui est abattu. Et donc, après avoir, semble-t-il, crié Slava Ukraina, hein, gloire à l'Ukraine, il y a eu pas mal d'émotions justifiées en Occident. Mais bon, quelles observations peut-on faire de cette vidéo qui a d'ailleurs été utilisée, moi j'ai trouvé, avec un peu de parcimonie. Hein, normalement, ça aurait dû donner lieu à un incendie généralisé sur les réseaux occidentaux et en France en particulier, et j'ai pas eu l'impression que ce soit le cas. Qu'est-ce qu'on peut en dire tout en condamnant ce qui est un meurtre, incontestablement. Ah, oui, oui, ça c'est clair. C'est un meurtre délibéré qui a été opéré avec un cynisme incroyable. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des doutes, on va pas dire des soupçons, mais des doutes, parce que très rapidement, les Ukrainiens sur les réseaux Telegram ont essayé de nous dire qui était ce pauvre homme. Et malheureusement, ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'on a essayé de l'identifier en nous donnant, je crois, jusqu'à aujourd'hui, 2 identités qui ne correspondent pas à cet homme. Donc c'est un peu bizarre parce que bon, son portrait, malheureusement pour lui, est devenu très célèbre. Et à chaque fois, là, les 2 tentatives d'identification proposées par les Ukrainiens eux-mêmes, hein, je le rappelle tout de suite, ne sont pas probantes. Donc, il y a un doute sur le fait, qui est-ce, hein, parce que des opérations où on met des prisonniers dans des situations X ou Y, hein, on a vu et on ne les avait pas diffusées parce que nous avions des doutes, ce qui semble avoir été des exécutions de soldats ukrainiens par le SBU. Hein, on en a vu sur les réseaux Telegram, on n'a pas eu la capacité, avec les moyens qui sont les nôtres, de les corroborer, donc on s'est bien gardé de les mettre en avant, mais c'est aussi une pratique sur laquelle pèsent des soupçons. Donc, est-ce que ça fait partie de ce genre de pratique ou est-ce que dans le feu de l'action des combats, ce genre de choses se déroule malheureusement dans toutes les guerres? Pour le moment, il est difficile de trancher. Maintenant, ce qui est intéressant d'un point de vue pour nous occidentaux, on va sortir du cas particulier de cet homme, aussi triste soit-il. Ce qui est lamentable chez nous, c'est la façon dont, certes avec une certaine prudence, mais quand même, les médias se sont emparés globalement de son cas. Alors que depuis le mois de mars l'année dernière, nous avons des images et qui, elles-là, sont bien plus documentées, bien plus vérifiées, de torture et d'assassinats de prisonniers russes en nombre, pas cette fois-ci un cas isolé, hein, mais bien plus nombreux. Hein, la dernière fois, c'était une dizaine d'hommes qui, en plus, étaient face contre terre, etc. Hein. Et d'ailleurs, leur exécution avait été provoquée parce que l'un des leurs, semble-t-il, ne voulait pas se rendre et que lui, profitant de la confusion, a essayé de tuer des Ukrainiens et que les Ukrainiens l'aient tué. C'est tout à fait
normal dans le cadre de la guerre. Si vous dites que vous vous rendez, que vous vous rendez pas, vous vous exposez à une exécution en règle contre laquelle personne ne pourra s'élever d'un point de vue moral. Par contre, ce qui était complètement immoral, c'est que les 9 autres de ses camarades qui, eux, étaient bien sagement allongés face contre terre, eux étaient exécutés d'une balle dans la nuque. Voilà. Donc tout ça, ça nous prouve encore que de ce côté-ci du monde, on va s'occuper que des morts d'un côté, on va s'occuper que des exactions d'un côté, et qu'au lieu de nous dire que malheureusement dans une guerre, quelle qu'elle soit, il n'y a pas un camp qui va se comporter de manière chevaleresque et l'autre de manière abominable, mais que ça va être un mélange de gris clair et de gris foncé, eh bien, voilà, il faut à chaque fois qu'on vienne jouer les jeux moralisateurs dans ces affaires. Non, Voilà. c'est plus que moralisateur, c'est-à-dire qu'il faut faire passer les Russes pour des barbares. Alors, Oui, soyons oui, clairs, cet assassinat, si c'est celui d'un prisonnier ukrainien par les Russes, c'est barbare. Et c'est absolument intolérable. Et ça relève de la cour martiale, hein. De toute bien façon, sûr, ça, il bien y a, sûr. y a pas à tortiller. En revanche, sur cette vidéo, on ne sait pas d'où elle vient. C'est ça, moi, que C'est ça. j'ai essayé de comprendre. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a mis en ligne, d'où vient-elle. Est-ce que ce sont les Russes? Non, il n'y a pas de, il y a pas d'informations à ce sujet, et il y a cette espèce de flou qui règne. On passe quelques instants parce que je crois qu'il faut pas éviter ce genre de sujet, c'est extrêmement important. Concernant l'attitude des médias occidentaux par rapport aux exactions ukrainiennes, et il y en a eu, rappelons-nous ces exécutions de civils qui apparaissaient, hein, et donc là, il n'y a pas eu les décodeurs de Libération ne sont pas venus. Concernant les exécutions, ou en tout cas les tortures, on tirait dans les jambes des prisonniers russes, il a fallu 3 mois pour que notre presse commence à reconnaître assez vaguement les exactions. Il y a eu les prisonniers russes exécutés, dont certains étaient blessés par les Géorgiens, hein. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les auteurs de ces exactions, et celles dont tu parlais, hein, de ces prisonniers exécutés, je dirais, il y a 2 mois, on sait qui l'a fait. Ah, mais oui, c'est ça qui est très L'auteur est particulier. venu, non pas le revendiquer, mais il est venu Oui, l'assumer, hein, c'est en ça. vidéo. Il n'y a pas il y a pas de problème. Je lui conseille pas de tomber entre les mains des Russes par la suite. Alors, donc Oui, voilà. surtout que son unité est déployée au sud de Bakhmout aujourd'hui face aux parachutistes. Je lui souhaite pas de tomber entre leurs mains. Oui, ça, c'est une certitude. Oui. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors, concernant ce que tu disais sur les soldats ukrainiens, l'espérance de vie de 4 heures, on en a parlé dans une autre vidéo, l'absence d'entraînement véritable, c'est assez terrible. Les classes d'âge qui sont mobilisées. J'ai lu un article émanant de la presse britannique, hein. Il y a un certain nombre de soldats qui sont à l'entraînement en Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne est confrontée à un problème sérieux, ce sont les désertions. Il y en a C'est qui ça. sont ravis d'être envoyés là-bas et qui s'en vont. Donc, Oui, ils ont pris des mesures, ils ont réussi à en récupérer quelques-uns, mais je crois qu'on est à plus de 1000 oui, oui, oui. qui auraient déserté. Bon, je vais dire, personne n'a envie d'aller à la guerre. Enfin, si, les volontaires, etc. Enfin, mais je veux Oui. dire, ceux qui sont mobilisés dans ces conditions, hein, je Non. leur souhaite personnellement, hein, ceux qui sont partis, je leur souhaite de trouver la sécurité et d'échapper à ce massacre qui a lieu actuellement du côté de Bakhmout. Alors, voilà. On a fait un tour d'horizon de la question militaire. Maintenant, je voudrais qu'on passe aux nouvelles de l'hôpital psychiatrique qui est devenu l'Occident, hein. On est quand même dans une situation d'une civilisation qui balbutie, à certains moments fait absolument n'importe quoi. Et donc, je crois il faut en parler parce que, en se posant la question, compte tenu de la façon dont tout ceci se passe, on va en parler, hein, de la dimension géostratégique, de la façon dont tout ceci se passe, si l'Occident n'a pas déjà perdu, hein. Lorsqu'on voit la façon dont il s'agite, un certain nombre de choses, les contradictions qui existent chez lui, les difficultés économiques dans lesquelles il est aujourd'hui englué, je commence à me poser la question de savoir si tout ça peut assez mal se terminer pour l'Occident,
auquel on appartient. Alors, je voudrais commencer par Poupinet. Poupinet part en Afrique. Poupinet part au Congo. Hein, j'ai pas dit Tintin, j'ai dit Poupinet. Hein, et donc, on a notre président de la République qui est parti faire une tournée là-bas. Une calamité. Une vraie calamité. Tout le monde a vu les vidéos où après telle ou telle cérémonie protocolaire, il est allé en boîte. Il y a des photos, des vidéos où on le voit exsangue, transpirant, dans des attitudes qui n'ont strictement rien à voir avec celles du président de la République française. Tout ça est complètement lamentable. Tout ça est complètement lamentable. Bon, ça c'est pour l'extérieur et il faut vous dire, quand vous allez faire un tour dans les pays étrangers, merci Internet, hein, il est la risée du monde entier. Tout le monde se fout de lui. Hein. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que quand il revient en France, quand on parle des problèmes de politique intérieure, tous les journalistes font comme si on avait un vrai président. Non, on a un fake président. Alors, sur le fond, il a pris des attitudes assez intéressantes où il a laissé parler sa nature, c'est-à-dire désinvolture, arrogance, absence totale de culture diplomatique et historique qui ont fait qu'il a pris des positions assez détestables d'un certain point de vue et on va en parler. Alors là, je vais prendre une petite précaution. C'est que j'ai constaté que Emmanuel Macron n'avait pas changé depuis les débuts de son mandat. Alors, la précaution que je prends, je vais essayer dans un montage de mettre une petite vidéo, d'insérer maintenant une petite vidéo qui permettra de voir Emmanuel Macron à l'œuvre. Hein, arrogance, désinvolture, mépris, enfin c'est assez impressionnant. Hein, donc c'est maintenant. Coloniale. Mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. C'est bon. Voilà, donc, alors, le président Macron a eu un débat avec le président de la RDC, République démocratique du Congo, à Kinshasa, hein, auquel il a dit un certain nombre de choses. D'abord, il a pris la défense de Le Drian qui avait parlé, s'agissant d'accords politiques, de compromis à l'africaine, hein, en disant « mais non, on n'a jamais dit ça ». Et il a fallu que le président lui rappelle que c'était son ministre des Affaires étrangères en exercice qu'il avait dit. Hein, il s'est fait moucher comme un gamin. Hein, et ensuite, il est venu donner une leçon au même président en lui disant qu'il était incapable, qu'ils avaient été incapables de maîtriser, de défendre leur territoire et d'exercer leur souveraineté. Alors, qu'est-ce que tu vas nous en dire de cette incroyable accusation formulée par notre cher président? Que c'est vraiment quelque chose d'absolument fou d'un point de vue historique, hein, puisque la crise terrible dans laquelle est plongée la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, hein, je le dis pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu feu le maréchal Mobutu à la tête de ce pays dans les années 80 et 90, pardon. Donc, depuis qu'il y a eu la crise au Rwanda et le génocide au milieu des années 90, le gouvernement en place au Rwanda, dirigé par M. Paul Kagame, avec donc l'appui des anglo-saxons et en particulier des États-Unis,
s'est lancé dans une véritable guerre à la frontière nord-est de la République démocratique du Congo, afin de s'emparer des richesses qui sont à cheval sur la frontière, pour faire simple. Et donc, on a des millions de déplacés, on a des crises sanitaires qui frappent ces populations qui sont livrées à elles-mêmes, on a une guerre endémique, etc. J'invite nos auditeurs à écouter l'intervention il y a quelques semaines de quelqu'un auquel on pourrait se dire non, c'est pas lui qui va en parler, c'est Maître Gims qui est venu, qui a fait une chanson sur cette problématique-là, puisqu'il est originaire de la République démocratique du Congo. Et donc, venir dire au président en exercice de ce pays que c'est lui et son gouvernement et l'action de son gouvernement qui sont responsables de l'agression mise en place par Paul Kagame et son armée contre ses frontières et contre son peuple, de la part d'Emmanuel Macron, mais c'est une faute. C'est une faute. Une faute qui, d'ailleurs, en Afrique, provoque des réactions catastrophées, parce que, à part à Kigali, où M. Kagame, quand M. Macron vient le visiter, se poste face à lui comme le maître, et Macron, le petit élève, le petit bon élève qui suit ce qu'il a à entendre, à savoir que la France est un pays criminel, que son armée s'est rendue coupable d'assistance aux génocidaires, etc. Monsieur le président de la République, vous avez commis au nom du peuple français une faute à l'égard des peuples du Zaïre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Et en plus, vous vous placez dans une situation, une fois encore, de servilité docile et, j'ajouterais, imbécile à l'égard du maître américain qui a géré toute cette opération depuis maintenant presque 30 ans. Avec ici en France, il faut arriver à parler de ça aussi, avec ici en France le soutien d'un agent actif qui est… Entre autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, mais celui-là, il est gratiné. Voilà, lui, il occupe encore les plateaux télé pour nous parler de l'Ukraine, on ne sait pas pourquoi, qui est Monsieur Ancel, Monsieur Guillaume Ancel, ancien colonel de l'armée française, et qui passe son temps depuis la fin de l'opération turquoise, alors qu'il servait dans les forces anti-aériennes de l'armée française, il passe son temps à nous raconter qu'il a assisté à des choses dont il ne peut pas tout simplement avoir été le témoin, comme me l'ont confié certains qui étaient présents là-bas sur place. J'insiste, parce qu'il y a notre ami Charles Nana qui a écrit un excellent livre sur le génocide au Rwanda et la responsabilité ou non de la France dans ce génocide. Et puis moi, j'ai parmi mes amis des gens qui aussi ont participé à l'opération turquoise et qui confirment tous que M. Ancel est un menteur. Voilà. Alors, j'ajoute 2 petites informations. Très discrètement, les États-Unis, avec l'appui de la Grande-Bretagne et de la France, ont décidé, dans ces régions, de mettre en œuvre des stratégies pour s'opposer à la progression de Wagner. Tiens. Mais ça, on n'a pas prévenu le Parlement français. On met des moyens à disposition. Deuxième petite information, le Rwanda est un des premiers exportateurs d'une terre rare dont le nom m'échappe. Ils n'en sont pas producteurs. C'est le Congo d'à côté qui en est le producteur, et c'est le Rwanda qui les exporte. Bravo. Donc voilà. Alors, dernier point, parce que le Rwanda sert aussi à autre chose, Régis, dont on ne parle jamais et qui est très important par rapport à certaines personnes qui se plaignent des problèmes migratoires en Europe. Monsieur Kagame a passé des accords avec, au hasard, Monsieur Boris Johnson pour transformer son pays en base d'accueil des demandeurs d'asile pour la Grande-Bretagne. Faut pas oublier ça. C'est-à-dire que M. Kagame, pour finalement faire du win-win avec ses sponsors occidentaux, a dit aux Britanniques, vous avez des problèmes avec les réfugiés, nous on sait très bien d'où ils viennent, Calais, etc. Donnez-les-moi, on les accueillera au Rwanda, ils vous embêteront plus au Royaume-Uni. N'oublions pas aussi à quoi sert M. Kagame dans cette dynamique contre les migrants qui viennent s'échouer sur les plages européennes. Et on imagine dans quelles conditions ils vont être accueillis lorsque l'on sait, par exemple, que le regretté Pierre Péan qualifiait Kagame de Staline africain. Voilà, c'est ça. Bonne référence. Exactement. Alors, on a passé une petite vidéo
concernant Poupiné en Afrique. Hein, c'était avec le président du Burkina. Hein, comment être surpris après que nous nous soyons fait foutre dehors de ce pays, malheureusement. Vu du droit, ne recule devant aucun sacrifice, a décidé de se lancer dans le journalisme d'investigation. Parce que nous avons dit dans ces vidéos, les vidéos précédentes, nous avons dit que concernant le sabotage de Nord Stream 2 et de Nord Stream 1 aussi, je crois que les deux, hein, une opération importante, dans cette affaire, la culpabilité des États-Unis, dès le début, était évidente et que tout le monde le savait. Seymour Hersh, grand journaliste dans l'histoire, absolument pas spécialement pro-russe, hein, quand on voit un peu quelles sont ses opinions politiques, a fait une enquête approfondie et a fait toute une démonstration qui dit que ce sont les États-Unis et que c'est une décision de Biden, que ça avait été organisé antérieurement à l'opération spéciale, hein, et que la décision a été prise en cours de route. Biden avait quasiment dit qu'il allait le faire. Madame Nuland l'a revendiqué quasiment, disant que c'était formidable que ce soit désormais un tas de ferraille, etc. Et on a eu hein, un démenti, le New York Times, après que M. Scholz, que certains, mais c'est vraiment très méchant, appellent le Quisling allemand. Hein. Quisling, c'était un Norvégien qui était pro-nazi pendant la guerre, hein, et qui avait pris la tête de son pays pour le compte d'Hitler. Il a mal fini, il a été condamné à mort et exécuté. Bon, toujours est-il que c'est très méchant d'oser dire ça de M. Scholz. Il est parti voir Joe Biden, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qu'ils se sont racontés, et à son retour, le New York Times, qui est l'organe central du courant néocon, est venu dire attention, ce sabotage est une opération menée par des touristes qui ont loué un voilier, hein, et qui ont été sabotés comme ça le gazoduc Nord Stream. Donc, là… Des touristes pro-ukrainiens. Pro-ukrainiens. On ne connaît pas leur nationalité, on sait non, juste non, qu'ils non. sont Et puis surtout, eux, Zelensky ne leur a rien demandé. Donc, nous avons fait une enquête et nous avons récupéré une vidéo. Nous avons récupéré une vidéo que je vais essayer, hein, toujours essayer de monter et de la publier là maintenant, qui montre l'équipe en action pour aller saboter le… Mais pourquoi ris-tu? C'est très sérieux, hein, pour aller saboter le gazoduc. Voilà. Bon, donc c'est éminemment extrêmement convaincant, c'est très convaincant et par conséquent, je crois que ce que nous sert l'Occident, ce que nous servent les États-Unis est absolument imparable. Pour être sérieux, comment… Oui, vas-y. Alors, je tiens à insister sur un élément, on en a discuté tous les deux, cette façon a posteriori par les Américains de pointer… Alors là, sans nous donner leur nationalité, mais leur tendance politique, donc des pro-ukrainiens, ce n'est pas une première. Souvenons-nous de l'histoire du pont de Kerch, hein, où on nous a dit au bout d'un moment, et c'est toujours en provenance des États-Unis, c'est pas nous, hein, ni nos techniciens, ni notre matériel, c'est les Ukrainiens, c'est gentil. Souvenons-nous de manière encore aussi tragique que pour l'assassinat de Daria Dugina, la fille d'Alexandre Dugin, ils ont fini par faire la même chose en nous disant c'est pas nous, ce sont les services secrets ukrainiens. Donc c'est une tendance lourde de la part des Américains de rejeter face à l'évidence qui les accuse bien évidemment parce que techniquement il n'y a que eux et les Britanniques qui sont capables de mener ces types d'opérations, de rejeter la faute
très facilement sur les Ukrainiens, hein, c'est pas de leur faute à eux, ils tiennent pas leurs alliés, hein, ça nous montre aussi à quel point on est des complotistes en disant que les Ukrainiens leur obéissent docilement. Non, 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 les Ukrainiens, ils ont leur autonomie propre et ils sont capables de faire tout ça dans le dos de Washington et de Londres. Voilà, c'est un discours absolument risible. Alors, le problème, c'est que pendant ce temps-là, pendant que les dirigeants de l'Empire se livrent à ce genre de manipulation puérile, soyons clairs, c'est puéril, les affaires continuent. Les affaires continuent, oui. C'est-à-dire que là, il y a actuellement une tentative de révolution de couleur en Géorgie. On ne va pas rentrer dans le détail de ce qui s'y passe, mais c'est très clairement ça. Hein. Oui. On voit, il y a des manifestations pour le retrait, enfin, il y a un Maïdan qui est en cours pour le retrait d'un projet de loi. Hein. Ce sont des drapeaux européens et des drapeaux américains qui sont brandis par la foule. Hein. Et donc, ça continue. La Chambre des représentants a été saisie d'un texte pour que les États-Unis, les troupes américaines évacuent la Syrie. C'est un pays souverain, je crois, la Syrie. Oui, oui. Non. Les États-Unis occupent une partie de la Syrie. Ah bon? Tiens. Oui. C'est la partie où il y a du pétrole. Oh, non, Régis, là, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie. Calomnie affecte. Ils occupent la Syrie. Donc, il y a des parlementaires qui ont dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ça suffit. Donc, il faut qu'on se retire. Eh bien, la Chambre des représentants a massivement voté contre. C'est toi qui l'as relevé, qui m'a donné cette information. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là on a eu en 2001, après le 11 septembre, une série de textes législatifs aux États-Unis dont certains sont passés sous les radars des médias occidentaux volontairement ou involontairement. Tout le monde connaît le Patriot Act et ses restrictions des libertés individuelles. Des gens comme Snowden nous en ont suffisamment parlé avant de trouver refuge à Moscou, grand pays de liberté. Donc voilà, et il y en a un autre qui est beaucoup moins connu de ce côté-ci du monde, qui donne l'autorisation aux États-Unis d'intervenir où bon leur semblera, c'est-à-dire c'est un chèque en blanc parce qu'on s'est dit en fonction des changements de majorité au Congrès, en fonction du changement potentiel de président des États-Unis, parce qu'à l'époque on ne savait pas pour combien de temps la guerre contre le terrorisme allait durer. On a dit, bon, on va pas se prendre la tête à faire des votes à chaque fois qu'on veut intervenir quelque part. On va voter un grand cadre législatif dans lequel le président en exercice n'aura qu'à piocher pour mener tel ou tel type d'intervention. Donc aujourd'hui, on est à 19 interventions dans des États différents, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, la Libye, etc., au nom de ces textes, qui permettent donc sans déclaration de guerre et sans recours à nouveau à un vote du Congrès au président des États-Unis de faire un peu ce qu'il veut à l'étranger, avec bien évidemment cette précaution qui avait été aussi prise à l'époque. Tout soldat américain engagé dans ces opérations est de facto soustrait à un éventuel procès devant la Cour pénale internationale. La CPI, ça n'existe pas. Voilà, c'est aussi dans ces textes-là que c'est inclus, c'est-à-dire la souveraineté des autres, on ne passera pas par l'ONU pour la violer, et si en plus on a des gens chez nous qui se comporteraient comme des criminels de guerre au cours de ces opérations, ils ne seront pas comptables devant les tribunaux internationaux. Et ça a posé d'ailleurs un très gros problème en plus aux États-Unis, problème de droit, c'est qu'au cours de ces opérations, on a eu la liquidation, alors de mémoire c'était au Yémen, d'un citoyen américain radicalisé, qui, je crois, appartenait à Al-Qaïda, qui a été tué sur ordre d'Obama par un drone tueur. Donc, c'était une opération, comme nous, on l'appelle ici, opération Homo, qui vise à éliminer un danger que représente un individu contre les intérêts de l'État. Et donc là, Obama a appuyé, entre guillemets, sur le bouton. Or, aux États-Unis, le président des États-Unis, il n'a pas l'autorisation constitutionnelle de décider de la mort d'un citoyen américain, fût-il djihadiste, dans ces conditions-là. Ça a créé des remous.
colossaux aux États-Unis, mais qui n'ont abouti à rien parce que finalement, ce type d'opération se poursuit et il n'est pas dit que demain, des gens qui ont, alors effectivement, ils ont des passeports américains, ils sont citoyens américains, ils ont décidé de servir une autre cause et d'autres intérêts, mais néanmoins, légalement, on ne peut pas les faire exécuter en un claquement de doigts. Dans l'anecdote que tu donnes, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que je rappelle que cette loi a permis 41 interventions militaires sur des territoires étrangers, sans autorisation, sans déclaration de guerre, concernant 19 pays. 19 pays ont fait l'objet d'une agression non provoquée de la part des États-Unis. Et quelle remous ça provoque? C'est quand un citoyen américain, fut-il devenu djihadiste, est tué sur ordre de Saint-Obama. Hein, donc, et c'est quand même assez étonnant, quoi, parce qu'il y a eu quand même, on pense, entre 2 et 3 millions, alors bon, les chiffres, c'est difficile, hein, du fait des interventions, du fait de l'agression américaine en Irak de 2003, du fait de l'Afghanistan, qui ont été tués à la suite, enfin, qui sont morts dans des guerres provoquées par les États-Unis, et 32 millions de personnes de déplacées. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. L'opinion américaine est parfaitement indifférente à ça. Mais s'il y a un Américain, hein, même s'il est djihadiste, ça ne va pas. Hein. Il faut, ben oui, attends, c'est qu'on est légaliste ou qu'on l'est pas. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait important. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on entend les débats, hein, d'ailleurs, les Américains sont pas fous. Ils le disent en permanence, hein, Austin, le Milley, puis d'autres, Stoltenberg passent leur temps à parler d'agression russe non provoquée. Ben oui, bien Parce sûr, que sur le plan juridique, quoi qu'en dise M. Yakovlev, hein, qui est venu chez Titelman faire un petit cours de droit international totalement risible, hein, moi, ces compétences militaires, je ne les connais pas, mais j'ai des amis qui me disent qu'elles sont voisines de pas grand-chose, hein, mais je peux dire que ces compétences en droit international sont voisines de zéro. Alors, il dit, c'est une agression, donc moi, quelle que soit l'agression, je suis contre les agressions. Alors, on n'a pas entendu sur tout un tas d'autres agressions. Je pense en 2003, par exemple, avec l'agression de l'Irak. Et puis, à ce moment-là, en face de lui, on a Titelman qui dit, ah ben oui, mais moi, je suis comme vous. Hein, mais d'ailleurs, si un pays en attaquait un autre, vous seriez contre. Par exemple, si la Turquie attaquait Chypre. Ben oui, mais la Turquie, elle a attaqué Chypre. Hein, la Turquie, membre de l'OTAN déjà à l'époque, elle a attaqué Chypre, elle occupe illégalement Chypre. Il y a des dizaines de résolutions de l'ONU qui lui demandent de partir, elle n'est jamais partie, elle n'a jamais eu une sanction, ni quoi, ni qu'est-ce. Double standard, triple standard, quadruple standard. Et que nous allons pouvoir probablement, malheureusement, peut-être encore vérifier dans les semaines qui viennent. Parce que l'activité législative des États-Unis cette semaine a été riche en la matière. Oui. J'allais oublier. Parce qu'avant ce vote pour dire non, bah, on veut pas retirer nos troupes de Syrie parce qu'il faut quand même continuer d'y pomper le pétrole sans frais pour notre économie, on a eu le sénateur Lindsey Graham qui est venu devant la représentation nationale américaine faire une proposition de loi pour autoriser, parce que là, c'est pas dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, alors il faut faire à nouveau une loi, de laisser les pleins pouvoirs à l'armée américaine pour intervenir au Mexique, de l'autre côté du Rio Grande, sous prétexte que 4 citoyens américains ont été enlevés par les cartels la semaine dernière. Et on peut, alors moi j'ai regardé ça de très près, il y a une énorme activité médiatique et législative, il y a plein d'autres représentants ou sénateurs qui sont à la manœuvre pour faire de telle sorte à ce que ce texte soit entériné et donc autoriser l'armée américaine à franchir le Rio Grande. La dernière fois, c'était il y a 105 ans avec l'affaire de Pancho Villa. On verra si M. Yakovlev, on verra si M. Titelman et tous les autres, si, quelle que soit la raison qui pousserait les États-Unis à aller faire la guerre au cartel dans un État souverain qu'est le Mexique, dirigé par un président qui n'est pas vraiment du bord des Américains, hein, puisque c'est M. Obrador, et qui a décidé seul, souverainement, de régler les problèmes qu'il a avec les cartels, on verra si ces gens-là viennent nous mettre des petits drapeaux mexicains partout sur les profils Facebook, viennent nous proposer de nous engager dans une légion des volontaires pour aller se battre avec l'armée mexicaine contre l'envahisseur Yankee. Je les attends au tournant.
Alors, c'est assez extraordinaire. Je ferai juste une observation concernant ce panorama extraordinaire. C'est que, euh, effectivement, cette armée américaine, donc on voudrait voir autorisée à rentrer au Mexique, ne semble même pour cela pas complètement en état. Doug McGregor, qui connaît bien son armée américaine, mais il n'est pas le seul à le dire, hein, lui, il a fait un calcul. Il a dit pour reprendre le contrôle de la frontière sud, dont il considère qu'elle est une passoire, ce qui est malheureusement pour eux un peu vrai, il faudrait 500 000 hommes. Ils ne les ont pas. L'armée américaine ne les a pas. Et elle a d'énormes problèmes de recrutement. Hein. Donc aujourd'hui, même pour aller faire la guerre au Mexique, ce serait peut-être techniquement un peu difficile. Ce serait techniquement un peu difficile, et puis ce serait aussi se voiler la face sur la composition ethnique de l'armée américaine, où nous comptons probablement aujourd'hui un tiers de latinos, qui, sans être forcément des descendants de Mexicains, sont tous dans une tradition de soutien culturel, religieux à leurs camarades mexicains. Donc, automatiquement, ça poserait des problèmes qui Oui, sont c'est mais vrai. colossaux si les États-Unis voulaient s'engager là-dedans. Mais avec les gens qui sont à la tête des États-Unis aujourd'hui, malheureusement, rien n'est impossible. Alors, là-dessus, sur cet aspect des choses, c'est plus contradictoire quand même. Hein. Il y a des parlementaires qui prennent la parole, il y a des contradictions extrêmement importantes, il y a les débats autour de ce qui s'est passé au moment des élections de 2020, le fameux 6 janvier, il y a la mise en coupe réglée par des grandes institutions, le FBI par exemple, des réseaux sociaux et de la presse. Tout ça fait que avec en plus la nouvelle présidence de la Chambre des représentants. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que la nouvelle majorité républicaine est assez peu importante. Mais il y a un groupe, il y a le groupe charnière, les terribles 20, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, qui sont des populistes jeunes, un peu excités, semble-t-il, mais qui font les majorités. C'est-à-dire que le parti républicain, qui a ses classiques, qui a ses traditions, puis qui est dans une relation quand même de connivence avec le Parti démocrate, sont obligés de passer un certain nombre de compromis avec ceux-là. Et il y a de l'ambiance. Hein, quand on voit Oui. les commissions parlementaires d'enquête, c'est autre chose que celles qui ont lieu chez nous, même si quelquefois elles sont utiles et les parlementaires français peuvent être pugnaces. Là-bas, c'est tout à fait autre chose. Hein, Ah c'est oui. quand même c'est l'arène hein, quand les gens se retrouvent là, avec en plus une particularité, c'est que vous prêtez serment et que le parjure aux États-Unis est un crime majeur. Hein. C'est-à-dire que si vous parjurez devant une commission parlementaire, vous risquez d'aller 20 ans au trou. Hein. C'est C'est pas quand même pareil assez. qu'ici. Non, oui, non, non, On non. se souvient de Vous, l'affaire Benalla. oui, oui, vous, c'est le classement sans suite assuré de la part du parquet. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, puisque je dis du mal du parquet français, on va terminer sur une petite note du pavillon français de l'hôpital psychiatrique. Euh, les Britanniques sont pas mauvais aussi, mais bon, voilà, les Britanniques, la presse britannique, je ne sais plus qui, si c'est la BBC, a dit qu'en fait, à Bakhmut, les troupes russes attaquaient sans armes, avec des pelles. Donc, ils avaient des pelles de sapeurs, là, qu'on connaît bien. Hein. Ils attaquaient sans armes avec des pelles. Immédiatement, nos chaînes d'infos se sont précipitées là-dessus et il s'est trouvé autour des plateaux des gens pour doctement débattre de cette imbécilité. Non, mais c'est totalement extraordinaire. On en est là. On a des journalistes français, en pignon sur rue. On a des chaînes dirigées par des grands groupes. Alors, ce sont des oligarques, bien sûr. Ils ne sont pas complètement idiots, hein, qui disent absolument n'importe quoi. Une prime à LCU, la chaîne ukrainienne comme tout le monde l'appelle, où c'est David Pujadas, je crois, c'est son Oui. prénom, hein, je veux dire, fait tous les jours un festival Ah oui. extraordinaire. Assez extraordinaire, d'abord dans le choix des invités, puis ensuite dans son attitude. Quoi. Son langage corporel, c'est un vrai bonheur. Quoi. Enfin, pour ceux Et, qui aiment ça. Hein.
parce que ça n'est pas mon cas. Ou ceux qui s'obligent à le regarder pour augmenter Oui. la qualité de notre émission. Oui, parce qu'il y en a qui se sacrifient. C'est pas moi. Hein, donc, à vous de savoir qui c'est. Bien, donc, écoutez, on termine sur cette note un petit peu catastrophée de l'état de notre pays, hein, mais c'est pas la première fois, vous le savez, vous avez l'habitude, et on vous dit à la semaine prochaine. Alors, on essaiera d'être ponctuel et d'être là jeudi. Oui. Salut! À bientôt.